Au milieu des années 90, la planète ovale s'apprête à changer de visage. Elle a découvert un phénomène, un joueur venu d'ailleurs au rapport vitesse-puissance défiant toute logique. Le rugby vient alors de trouver celui qui deviendra sa plus grande légende, Jonah Talilomu. Le monde l'admire pour sa puissance, son aisance balle en main, mais il l'aimera bientôt pour ses faiblesses, cette humanité et l'homme qu'il était. Le colosse des All Blacks a touché les cœurs bien au-delà du terrain. En termes de puissance, de vitesse cumulée et d'efficacité, c'était hors norme. Tout le monde, dans le monde entier, même les gens qui ne s'intéressent pas au rugby, ont entendu parler de Jonah Lomu. Très vite, le monde du rugby cherche comment le décrire. L'autobus, l'homme montagne, ses surnoms voulaient tout dire. Jonah Lomu ne ressemblait à personne. 1m96, plus de 120 kg et pourtant, le 100 mètres couru en moins de 11 secondes. Ce mélange de puissance et de vitesse, personne ne l'avait jamais vu. Une véritable force de la nature. Quand il démarrait, il fallait juste espérer ne pas se retrouver sur sa route. Donc pour ceux qui s'est trompé de joueurs, qui s'est trompé, ils avaient oublié un numéro dans le dos, ils avaient marqué un trait là. 11, ils se sont trompés, là, ils ont mis 2-1 au pilier, en fait non, c'était pas le 1, c'était le 11, donc c'est ah ouais d'accord. C'était un mec qui devait faire 130 ou 135 kilos, bon, il fallait qu'il se lance, mais une fois que la machine elle était lancée, au secours quoi. Quelqu'un qui arrivait physiquement, je dirais, à faire valdinguer tout le monde, et puis il était d'une efficacité redoutable, sincèrement c'était jamais vu. All Black le plus jeune de l'histoire, il a fait ses débuts sous le maillot noir face au 15 de France, mais c'est quelques mois plus tard, lors de la Coupe du Monde 1995, que le phénomène Lomu est réellement né. À 20 ans, il met tout le monde d'accord. Et surtout, il offre aux Anglais une leçon que Mike Catt et ses partenaires n'oublieront jamais. Il passe sous un bus. C'est le mot. Il est passé sous un bus. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Et là, il commence à prendre les ballons et à me débouler sur les mecs. Puis il était capable de tout, il était capable de venir sur toi, te rouler dessus, il était capable de te tourner autour et d'accélérer, tu vois. Et les mecs, ils avaient tellement peur du contact face à lui, est-ce que tu as vu le nombre de cadrages des bords qu'il a mis? Parce que les mecs, ils s'arrêtaient sur lui, ils avaient tellement peur. Son œuvre, 4 essais impressionnants pour une des plus grandes performances individuelles de l'histoire. La planète ovale a compris que désormais, plus rien ne sera comme avant. Puis vient ce mondial 1999, alors que la Nouvelle-Zélande doit affronter l'équipe de France en demi-finale, il interpelle Jacques Chirac sur les essais nucléaires de la France chez lui, dans le Pacifique. « Monsieur, j'ai bien failli boycotter cette tournée, mais me voici dans votre pays. Pour tout vous dire, je suis en grande forme et j'ai moi aussi très envie de placer quelques explosifs dans votre jardin. » Des mots forts venant de l'icône du rugby, il n'hésite pas à se mêler de la politique, n'a pas peur de se mouiller lorsque cela concerne son pays. Puis sur le terrain, les Bleus ont tout prévu. Un plan anti-Lomu, des extérieurs coupés, une défense collective. Mais le colosse est inarrêtable. À 2 reprises, il transperce la défense tricolore pour aller aplatir le ballon derrière la ligne. Les 2 essais qui marquent, il marque comme s'il n'y a personne en face. Hein, donc, Oui, c'était essayer de le laisser dormir le plus longtemps possible pendant 1h30 quoi. Et ne surtout pas le réveiller. Ouais, il faut surtout pas, des trucs comme ça, ces engins-là, il faut surtout pas les réveiller. Il fait valdinguer tout le monde comme des quilles, donc il y aurait eu, franchement, 100 mètres de plus, on l'avait. 100 mètres de plus, on pouvait l'avoir. Mais là, il restait un mètre, ça n'a pas suffi. Malgré un Lomu inarrêtable, le 15 de France signe l'un des plus grands exploits de son histoire. Les Bleus renversent la Nouvelle-Zélande 43-31. Lomu, lui, passe à côté du sacre qui aurait pu couronner sa légende. Car le sport peut aussi se montrer cruel et ne sera jamais sacré champion du monde. Mais dans la défaite, il reste fidèle à lui-même, digne, humble, respectueux. Dans les vestiaires, il échange son maillot avec Philippe Bernatsal, présent aux côtés de l'héroïque Christophe Dominici. La rivalité a laissé place à la reconnaissance. C'est un mec qui a un gros aspect, qui a compris qu'il avait pris une branlée contre la petite grenouille Bernatsal et les Français. Et voilà, alors quand on s'est rendu les maillots, beaucoup de respect, des accolades, des gens très gentils, très sincères, très humbles. Voilà, mais alors, encore une fois, c'est l'image de Jonah. Il avait de nombreux surnoms sur le terrain, mais en dehors, c'était juste Jonah. Rien de plus. Et c'est ce que tous ceux qui l'ont croisé retiennent de lui. Au-delà du joueur, un homme vrai, abordable, généreux. Loin de l'image du colosse qui renverse tout le monde, Jonah Lomu dans la vie, c'était un sourire, un état d'esprit collectif et cette légèreté. On dit que derrière la légende, il y avait un homme profondément humain.
Mec extraordinaire, avec une gentillesse et une bienveillance assez incroyable. Décalage entre ce personnage hors norme et sa bienveillance au quotidien, où il était proche des joueurs. Il était rigolo, parce qu'il souriait beaucoup, il parlait beaucoup, il était... Non, il n'était pas jugé sur ses performances à l'entraînement. Hein. C'est ça qui ressortait. C'était vraiment un gars simple, quelqu'un d'assez humble. Moi, la première interview que j'ai pu lui faire, il m'a dit « Je viens pas en superstar, je suis pas une superstar ». Loin des projecteurs, c'est sa présence auprès des gens qui marquait le plus. Attentif, souriant, il savait illuminer chaque instant qu'il partageait avec le public. Quand on rencontrait les gens, partout où on allait, en fait, les salles étaient pleines parce que c'était Jonah qui était là. Il y avait une vraie bienveillance. Il aimait profondément le rugby, il aimait profondément les gens. Et puis ce mec-là, bon pas bon sur le terrain, à la fin il restait, il embrassait les gamins, il serrait des mains à des mecs bourrés, il signait des autographes. Les anciens du 15 de France ont eu la chance de découvrir John Alomu bien au-delà du terrain. Parmi eux, Emile Ntamak s'est lié d'une amitié particulière avec la légende néo-zélandaise. Ils échangeaient des messages, se lançaient des défis, jusqu'à se promettre de revenir de leurs blessures en même temps pour retrouver le plaisir du duel sur le terrain. Le retour du face-à-face entre la panthère et le buffle. Nul besoin de rappeler qui est qui. Mais ce lien dépassait le simple jeu. À travers les moments partagés, les rires et les gestes simples du quotidien, Jonah laissait sa marque, non seulement comme un adversaire redoutable, mais aussi comme un bon ami. Tu peux manger avec ton équipe, puis finalement, tu peux t'échapper, personne ne va rien dire. Tu peux juste t'asseoir à côté de Jonah, tu pousses un gars à côté, tu discutes. Voilà, c'est rigolo, et même des fois des blagues venaient aux tables. On allait sympathiser, on allait boire un coup, ils te payaient une bière, puis des fois, voilà, dans la soirée, dans l'euphorie de la troisième mi-temps, voilà, on débridait les choses. Donc finalement, tu avais créé quelque chose, et quand tu te revoyais, ben, c'était pas pareil, voilà. La célébrité de John Alomu est arrivée presque du jour au lendemain, alors qu'il était encore très jeune. Devenir une star chez les All Blacks n'a rien d'habituel, encore moins quand on a 20 ans. La notoriété soudaine, faire face à l'intensité de sa propre légende, était un immense défi. C'était un jeune discret qui aimait les choses simples de la vie finalement. Il est devenu, malgré lui, méga star très rapidement. Il s'est même pas rendu compte, je pense, des choses. Ça a été dur à vivre. Moi, je l'ai vu souvent isolé. Après, c'est un garçon hyper généreux, très simple dans la vie. On sentait qu'il fallait l'accompagner, pour pas que son milieu n'était pas forcément, il n'était pas préparé à ça. Pur produit du Pacifique, John Alomu est né dans une famille aux racines tongiennes, samoennes, maoris et wallisiennes. Il grandit dans le sud d'Auckland, entouré de guerres de gangs et d'un père alcoolique et violent. Jonah entre dans son premier combat dès l'enfance et fuit le domicile familial à 15 ans seulement. Mais la vie lui réserve un deuxième combat, plus silencieux et insidieux. Dès 1995, Jonah se voit diagnostiquer un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale grave qui exige une greffe et un suivi médical intense. Bien avant que le grand public ne s'en rende compte, sa vie quotidienne a donc été bouleversée. Il doit subir des dialyses plusieurs fois par semaine, rester hospitalisé pendant des heures, tout en continuant à vivre sous le regard admiratif du monde entier. Son physique ne laissait pas présager qu'il avait une grave maladie, qu'il pouvait mourir à tout moment, ou qu'il allait avoir un traitement draconien et terrible à vivre. On savait qu'il y avait des problèmes, mais après on ne savait pas de quel ordre, on ne savait pas dû à quoi, on ne savait pas si c'était des choses qui se soignaient, où il y avait un traitement qui permettait de continuer, tu vois. On ne connaissait pas la lourdeur finalement, et il était assez pudique là-dessus. Donc ce qu'on voyait, c'est que des fois il était un peu moins bien. Les médecins l'ont dit, il n'a jamais pu jouer à plus de 80% de ses capacités physiques. On lui avait promis le fauteuil roulant, une vie sans enfant, une retraite sportive à 30 ans, il a prouvé le contraire, mis un raffut à ce fichu destin. En 2004, sa transplantation rénale, avec le don de son ami Grant Kerehama, lui redonne le chemin du jeu. Une greffe de rein et 3 années plus tard, il revient d'abord à Cardiff, puis par surprise à Marseille. Et oui, la plus grande star du rugby mondial a joué en France et même en Fédéral 1, 3e division française à l'époque. Le gars, il a réussi à vivre son rêve quelque part, c'est-à-dire de retrouver un terrain avec un maillot, jouer un match allez, on va pas dire de très haut niveau, mais d'assez haut niveau. Et rien que pour ça, je pense que je le respecte encore plus pour ça que pour que pour ses exploits sur les terrains avec le maillot de la Nouvelle-Zélande. Ce grand coup d'image est signé Claude Haché, alors président du Stade Phocéen. Son objectif,
implanter durablement le rugby à Marseille et rivaliser avec le mastodonte local, l'Olympique de Marseille. C'est dans ce cadre que Jonah Lomu fait son entrée pour sa première conférence de presse à l'été 2009. L'ailier néo-zélandais, alors âgé de presque 35 ans, attire immédiatement tous les médias internationaux dans un hôtel du Vieux-Port. Je me souviens lui avoir posé la question est-ce que vous n'avez pas peur qu'on compare avec le Jonah d'avant, celui qui avait impressionné tout le monde, et il m'avait dit si tu crains la chaleur, tu vas pas dans la cuisine d'un restaurant. Jeune papa à son arrivée, remettre le maillot n'était pas seulement qu'une question de sport. Il voulait que son fils puisse le voir jouer. Son deuxième enfant est d'ailleurs né dans le coin. Un projet fou en Fédéral 1, partagé donc en famille, mais aussi avec ses partenaires marseillais. C'est vrai que le fait de jouer avec une star comme ça était très intimidant au départ. Déjà, pour un truc que je lui ai dit, j'ai dit, tu vois, dans ton jeu vidéo, je te prends tout le temps à toi. Parce que tu me fais gagner les matchs. Il était capable de me rafuter le terrain. Donc si tu le fais vraiment en vrai, ça va être sympa. Ils achetaient sur eBay l'ensemble des PlayStation où Jonah Lomu était en photo pour lui faire signer les couvertures des disques de PlayStation. La légende du rugby, le visage d'un sport en pleine expansion à cette époque, avait en effet donné son nom à un jeu vidéo, Jonah Lomu Rugby. Par son statut et son partenariat avec Adidas, aux côtés notamment d'Zinedine Zidane, il a aussi tenté de changer les maillots bien vieillots du club. Et là encore, il a réussi. Ou presque, pour David Gérard, qu'il surnommait Big Dave. Les premiers maillots qu'on a reçus, c'est le Adidas de chez Wish. Hein. Ouais, c'est Adidas, ouais. C'est pas le vrai, c'est pas le faux. C'est Adidas. Non, il était très influent et puis il aidait. Il avait un cœur d'or. Souvent affaibli au cours de cette saison, la dernière de sa carrière, il a disputé seulement 7 matchs avec le Stade Phocéen. Mais il n'a manqué presque aucun déplacement. Une fois ses chiens gardés dans sa villa sur les hauteurs de Marseille, il voyageait de Groslay à Montmélian, rien à voir avec l'Eden Park d'Auckland ou Twickenham en Angleterre. Mais avec son casque sur les oreilles, la tête remuante, il était bien dans le bus pour devenir un porteur d'eau de luxe pour ses partenaires. Pour eux, c'était un peu surnaturel, quoi, en fait. Hein. C'était incroyable. On joue avec Jonah Lomu, quoi. Le gars qu'on a vu découper Mike Cat sur Coupe du Monde. Et là, il est avec nous, quoi. Voilà. Mais il est rentré avec nous de façon assez naturelle. Donc, il n'y a pas eu on s'est forcé de rien ou personne ne s'est forcé de rien, quoi. Et c'est quelqu'un qui aimait faire vivre le groupe, qui de temps en temps nous invitait chez lui il aimait se retrouver, alors il disait en famille, mais voilà, avec les gens qui étaient proches de lui. Et c'est vrai que il était très touchant et attachant, quoi. Et eux l'avaient bien compris. Ces dernières années, le colosse des Blacks était à protéger. Juste à voir son teint, il savait quand il était affaibli et prenait de gros risques sur le terrain. Physiquement, il n'était plus le Lomu d'avant, celui d'une Coupe du Monde 99 renversante. Mais certains adversaires, eux, n'en avaient rien à faire. C'est bizarre parce que notre vie de groupe, en fait, elle dépendait aussi de lui parce qu'il était tellement à part, en fait. On comparait ça à se dire comment tu fais si un jour t'es joueur de foot et t'as Zidane avec toi. Comment tu réagis, en fait? Tu sais que les gens en face de lui, certains vont vouloir, entre guillemets, se faire Zidane. Donc tu dois automatiquement te mettre devant eux parce que c'est ton coéquipier. Tu dois le protéger. Et pour être protégé, rien de mieux que d'être bien entouré. Ailier de renom, il a d'abord été déplacé au centre par Alain Yardet, son entraîneur à Marseille, puis encore trop juste physiquement pour jouer dans les espaces, il a rejoint le pack des avants. À ce moment, on disait qu'il était une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, une carrosserie rutilante avec des muscles saillants mais qui n'avait plus de carburant. Et après, il est venu en 8 avec nous. Il y avait nous avec les avants. Alors là, tu vois, quand il est venu avec nous, tu avais l'impression que c'était une star qu'elle en boîte de nuit. Hein. Il avait une garde rapprochée, c'était... Ces joueurs-là, en fait, vivaient un peu comme un clan. Un peu le clan des îles Pacifiques. Et en fait, on voyait ces joueurs-là porter le sac de Jonah. Comme si Jonah était le chef de clan. Mais lui, il se considérait pas forcément comme une superstar. Pas une superstar dans ce groupe, mais une vie tout de même à part. Il était dans une autre galaxie et n'avait pas que le rugby à penser. C'était un véritable businessman, pris à gauche et à droite pour telle ou telle publicité. Il nous dit, ouais, hier, désolé, j'étais à Dubaï. Ils sont venus me chercher en hélicoptère. Ils m'ont fait atterrir l'hélicoptère sur un immeuble pour faire une réunion qui a duré 2 heures. Et puis je suis reparti. On était là en train de se dire, mais c'est quoi cette vie, ça? Un matin, je me rappelle, il arrive à la muscu.
Et il va voir le prépa physique, il lui dit écoute, je sais pas si je pourrais faire la muscu ce matin, je suis très très fatigué. Il dit ah bon, mais t'as fait quoi? Ben j'ai fait nuit blanche, j'ai travaillé avec des Japonais sur un projet, j'ai pris je sais plus combien, mais là je suis vraiment fatigué. Et là, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu sais pas? Bon ok Jonah, ben, va te reposer. Béni par le jeu, idolâtré par tous, Jonah Lomu a surtout été maudit par la vie. Même si on dit qu'une légende ne meurt jamais, en 2015, celle-ci est décédée d'une crise cardiaque à son domicile à Auckland. Un deuil national en Nouvelle-Zélande, du presque jamais vu, alors que les Blacks venaient de décrocher leur 3e sacre. Du côté de Marseille, les souvenirs de Lomu sont nombreux. Une messe en son honneur a d'ailleurs eu lieu dans une église près du Vieux-Port. Ses anciens partenaires étaient là. Ils en gardent un souvenir ému. C'est pas la star qui est venue au milieu. C'est un frère d'armes, c'est un des leurs qui était là. Et ça, je l'ai vu notamment le jour de l'annonce de son décès, où ils étaient vraiment tous très très marqués. C'est quelqu'un d'à part. C'est quelqu'un à qui il faudrait que tous les rugbyman du monde et de Navarre devraient dire merci. Parce que c'est grâce à lui. Hein. Ailier recordman du nombre d'essais en Coupe du Monde et sur une seule édition, 8 en 99, Lomu a bouleversé son poste. Il a laissé beaucoup de choses au rugby, mais son premier héritage est ici. De nouveaux joueurs, un nouveau style de jeu, des situations défensives différentes sont apparues. Jonah était un des premiers à faire évoluer ce jeu d'ailier avec de la percussion, avec une technicité il était pas manchot, c'était un mec qui était quand même habile et adroit. Et donc voilà, avec une technicité, et l'ailier a été beaucoup plus sollicité depuis ce mec-là, je pense. Puis c'est sur le rugby en général que Jonah Lomu a laissé le plus de choses. En 1995, le rugby est devenu professionnel et à ce moment-là, il venait de trouver son étendard. Il avait seulement 20 ans, mais sortait d'une Coupe du Monde éblouissante, aussi bien de talent que de charisme. À tout marketing inclassable, à l'image de Michael Jordan au basket, il a mis la lumière sur le rugby. Je pense que notre sport est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont fait changer ce sport de dimension et pour moi, il a été le mec, tu vois. Ouais, c'était au-delà du rugby en fait. C'est le premier joueur. Enfin, il me semble que c'est le premier joueur qui a vraiment marqué l'ère du professionnalisme, joueur qui était hors norme. Et cette lumière qui a ébloui la planète rugby n'a jamais cessé de briller. Le 18 novembre 2015 a marqué la fin de vie de Jonah Lomu, pas de sa légende, pas de sa présence dans les têtes, dans les cœurs. Ce mec restera gravé à jamais dans les clubs de rugby et que ça aille du petit club de quartier aux grandes nations du rugby mondial. C'est un peu notre étoile de berger au rugby. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on peut le voir comme ça. Et c'est bien parce que ça nous met un point de repère. Un point de repère qui aujourd'hui est intemporel. Parce que je le répète, j'ai des jeunes de 10 ans, ils l'ont jamais vu jouer. Hein. Mais quand tu leur parles de Jonah Lomu, ils savent qui c'est. Ouais. Je sais pas comment, mais ils savent. 10 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu de Jonah Lomu. Et il n'y en aura sûrement jamais.